Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Nico Takian, un auteur aux multiples casquettes. Nico raconte des histoires depuis les années 90 sous des formes différentes. Scénariste pour la BD et le jeu vidéo, scénariste pour la télé et le cinéma, il est maintenant romancier. Nico est devenu une figure discrète du polar en France, il s'est fait une place parmi les auteurs phares, et s'est en quelques années constitué une communauté de fans. Alors évidemment j'ai eu envie de pouvoir échanger avec lui pour comprendre son parcours extrêmement riche, au service de l'imaginaire et du polar. Bonjour Nico, bienvenue. Bonjour Mickaël, très content d'être là avec toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je parlais de ton parcours qui est très riche et c'est peu dire parce que tu as fait tellement de choses, de la BD, du jeu vidéo, du cinéma, de la télé. Il y a quand même un fil rouge qui ressort, c'est ton envie de raconter des histoires. Je crois que tu as commencé par le scénario de BD. Pourquoi ça a été ton moyen d'expression privilégié au début ? Qu'est-ce qui t'a guidé vers ça ? Alors en fait, pour être vraiment juste, on devrait dire que j'ai commencé par le jeu de rôle, parce que le premier médium sur lequel j'ai raconté des histoires, c'était la table de jeu que j'avais avec mes copains dans les années 90. Après, effectivement, je suis arrivé à la BD bien après mes études, et j'étais journaliste avant de commencer à écrire des histoires. Vers 22-23 ans, je crois, j'ai eu l'opportunité en fait de travailler sur. Alors en fait, ce qui est rigolo, c'est que je suis venu à la BD, mais en travaillant sur un projet de jeu vidéo, puisque c'était l'adaptation de l'Enfeust de Troyes, d'Arleston et son camarade. Et par le biais de cette adaptation en jeu, qui d'ailleurs ne s'est pas faite au final, j'ai rencontré mon premier éditeur qui était Mourad Boudjelal, chez Soleil. Et moi j'avais plein d'envie d'écrire des histoires, depuis toujours. Et puis il s'est avéré que la BD c'est un moyen qui est super parce que tu travailles déjà en collaboration, donc avec le dessinateur, alors que c'est vrai que dans d'autres médiums tu t'es un peu seul, ou alors tu es en collaboration avec quelqu'un qui fait le même boulot que toi. Là dans la BD, tout d'un coup tu t'écris et puis tu vois quelqu'un qui met en image ce que tu as imaginé en 10 fois mieux, et c'est génial quoi. À chaque fois j'étais vraiment émerveillé de voir les dessins, les planches arriver, en me disant c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Et c'était la BD, c'était surtout ça pour moi en fait, c'était vraiment ce côté collaboration avec un dessinateur quoi. Et la BD, est-ce que ça comment dire, est-ce que ça t'aide? Ça t'a aidé à apprendre le métier de scénariste, ou parce que t'étais journaliste, t'étais pas formé, tu t'es formé toi-même pour le métier de scénariste? Ouais, alors ça m'a aidé vraiment la BD, c'est vraiment l'art de l'ellipse, tu travailles sur le rythme. T'as un format quand même très court, même par rapport à d'autres formats comme l'audiovisuel. C'est quand même court la BD. À l'époque, c'était 46 planches. Il y avait, et encore, à l'époque, on faisait du 10 cases par planche, donc ça faisait 460 cases pour raconter une histoire, avec un rythme particulier, du page à page. Il fallait toujours surtout chez Soleil, qui n'était pas connu à l'époque pour faire de la BD d'auteur. Il fallait vraiment il y a des rebondissements quasiment à la fin de chaque page. Il y avait une nécessité un peu d'efficacité, un peu commerciale comme ça. Moi, quand j'ai commencé, on était sur des séries qui devaient être vraiment très grand public et tout. Donc j'ai appris effectivement à être assez concis dans mes histoires, à faire beaucoup de mise en case, donc de mise en scène d'une certaine manière, de voir les images. Dans ma tête, quand j'écrivais des histoires, il fallait tout de suite que ça soit une image en fait, et c'est ce que je décrivais pour que l'illustrateur puisse reprendre derrière mon scénario. Donc ça m'a beaucoup appris effectivement en termes de technique. Après, c'est vrai que chaque média a des techniques différentes. Donc après, tu te fais une grosse boîte à outils, et la BD, elle en fait vraiment partie, c'est sûr. Ok. Et malgré tout, ça reste une narration qui est assez différente du scénario télé ou cinéma. Oui, très très différente, parce que disons qu'un scénario, on peut pas ellipser autant qu'à la BD. Il y a des ellipses dans les scénarios, mais
il n'y a pas l'entrecase, hein, c'est ça qui est spécifique à la BD, hein, c'est que il se passe des trucs entre les cases. C'est jamais cut d'une case sur l'autre, alors que le principe même de la pellicule, c'est justement d'être un assemblage de plans qui sont simultanés, quoi. Donc du coup, dans les rythmes, on peut pas faire exactement le même rythme en BD qu'en audiovisuel. Et puis après, il y a toutes les contraintes de l'audiovisuel qui sont pour le coup beaucoup plus nombreuses que celles de la BD. Oui, des contraintes de budget notamment. Les budgets, mais aussi des contraintes de thématique, bien sûr. C'est-à-dire qu'en BD, j'ai pu aborder, j'ai fait de la SF, de l'anticipation, du thriller victorien, de la fantasy, de la dark fantasy. J'ai fait tous les genres. À la télé française, il y a 2 genres hein, déjà, donc c'est plus simple. Hein, c'est la comédie ou le polar. Les 2 seuls genres de la télé. Après, aujourd'hui, ça change avec les plateformes, mais ça change pas de manière aussi drastique qu'on pourrait le croire. En tout cas, pas en France. Donc déjà, il y a ça. Il y a ce terrain de jeu hein, qui se réduit beaucoup quand tu passes à l'audiovisuel. Et que tu retrouves en plus de liberté quand tu passes au roman après, mais avec quand même quand même une nécessité d'écrire dans un genre. Tu peux pas faire ton Stephen King et faire un roman très très fantastique et gore d'un côté, puis à côté un truc plus réaliste. Non, il faut quand même se situer d'un côté ou l'autre de la barrière entre l'imaginaire et le réalisme. Et voilà, moi je suis un peu entre les genres. J'essaie d'y être depuis toujours, voilà, mais c'est toujours un peu casse-gueule, hein, parce que du coup, le risque c'est de pas avoir de public, quoi. C'est que on sache pas où te mettre quand t'es entre les gens. Mais voilà. Ouais, tu développes beaucoup dans le genre du polar, tu développes beaucoup l'aspect fantastique. Donc c'est ce qui, en fait, les 2 genres sont super intéressants parce qu'ils permettent de traiter de thèmes humains extrêmement profonds sans avoir l'air sous un air de divertissement, permet de traiter de thèmes qui sont marquants en fait. Ouais, bah le polar c'est un genre qui est très vaste. Hein. D'ailleurs, moi je préfère dire que je fais des thrillers plutôt que des polars parce que le thriller c'est un genre qui est encore plus vaste puisque t'as même pas besoin d'avoir ni des flics ni des enquêtes policières pour écrire un thriller. Je sais pas, un bouquin comme Misery de Stephen King par exemple, c'est un peu un étalon du thriller, quoi. C'est 2 personnages et voilà, c'est parti et du suspense jusqu'au bout, quoi. Ça, moi, ça me plaît plus, c'est plus ce que j'essaye de faire et c'est vrai que c'est du coup un genre dans lequel tu peux aborder des choses. Par exemple, la psychologie des personnages peut devenir assez étrange et puis effectivement donner l'impression que tout est fantastique. Mais en réalité, déjà, la psychologie humaine est déjà tellement fantastique que t'as pas besoin de faire grand chose pour que tout le monde ait l'impression qu'il se passe des choses incroyables. Mais en fait, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup sur le cerveau, justement, la mémoire, l'identité. Et c'est beaucoup au cœur de mon travail depuis le début quasiment. Et ça aide à être justement sur la limite entre on dit souvent dans les scénarios, en fait, il faut pas que ça soit forcément vrai, mais il faut que ça soit crédible. Et donc c'est vrai que en matière de psychologie, il y a énormément de choses qui sont tellement dingues que tu peux passer la barrière de la crédibilité et que ça paraisse vrai en même temps. Enfin, moi je travaille beaucoup là-dessus, quoi. Sur le fantastique, j'avais été frappé par exemple, voilà, si on prend juste l'exemple de l'Exorciste, la manière dont finalement ça parle, c'est pas une histoire de possession, quoi, c'est une histoire d'adolescence, de passage à l'âge adulte, etc. Et donc ça cristallise vraiment. Enfin, on arrive à contourner des barrières pour parler à l'inconscient du lecteur. Derrière, bah oui, c'est toujours Stephen King a dit ça à de nombreuses reprises, mais c'est vrai que c'est le rôle un peu des histoires qui font peur, des histoires d'horreur, des histoires fantastiques, c'est de te faire croire que c'est un conte qui se situe en dehors de la réalité, alors qu'au final la thématique est ultra réelle, ultra concrète.
Et ton cerveau, lui, il se fait pas leurrer, il comprend que il comprend que tu es en train de parler de quelque chose qu'il connaît très bien en fait, sous des couverts fantastiques. Et c'est vrai que c'est ça qui est très fort dans le fantastique, c'est que ça parle à tout le monde, des angoisses, des peurs, voilà, des travers. On peut parler de tout en fait. Et moi, je préfère ça que par exemple l'aspect un peu premier degré ou très documentaire ou naturaliste, on peut dire, que peuvent avoir des récits. Alors que c'est ce que j'utilise pour ma doc, par exemple. Moi, j'utilise beaucoup de documentaires, justement, ou de gens qui savent exactement de quoi ils parlent sur certains sujets, pour avoir le cadre réel. Mais par contre, quand j'écris, j'essaye d'en sortir dès que je peux, quoi, pour être plus libre et parler plus à une autre partie du cerveau que juste à celle qui sert à voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité, quoi. Avant d'aborder ton parcours de romancier, il y a un incontournable dans ton parcours, c'est que tu as été scénariste de beaucoup de séries télé, dont une qui a un succès énorme, qui est Alex Hugo. Comment t'as fait ce passage entre la BD, le scénario télé, pour arriver à une série qui a un tel succès? Comment ça s'est fait ton cheminement là-dedans? Bah, en fait, j'ai commencé en tant que scénariste, tout en continuant à travailler comme journaliste. J'ai fait donc des scénarios pour Soleil pendant peut-être 5-6 ans. Et puis à un moment, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une femme qui est devenue mon agent, qui était agent déjà à l'époque, par un ami qui essayait d'écrire des scénarios pour la télé et qui voulait que je me penche dessus avec lui. Puis en fait, j'ai appris et j'ai compris assez vite que pour travailler à la télé, il fallait avoir un agent, parce que tout est très codifié. Et en fait, on m'a dit, ah bah va voir Lise, puisqu'elle s'appelle Lise Arif, mon agent, elle va voir Lise et tout, je suis sûr que vous allez bien vous entendre, tout ça. Ça n'a pas été aussi simple que ça d'avoir un rendez-vous, de se rencontrer, de commencer à travailler ensemble. Mais assez rapidement, je me suis retrouvé à projeter un peu dans cet univers, à pitcher des idées, mais c'était un peu surréaliste, hein, parce que quand je suis arrivé, c'était l'époque où TF1 faisait des grosses sagas de l'été, dont certaines. Il y en a une qui s'appelait Dolmen. À l'époque où je suis vraiment arrivé, c'était les grands succès de TF1. C'était une espèce de saga un peu fantastique, un peu l'île aux 100 cercueils. Ils faisaient des trucs comme ça. D'ailleurs, ils le refont là, l'île aux 100 cercueils. Mais à l'époque, ça s'appelait Dolmen. C'était Franck Olivier, un scénariste bien connu du milieu, qui avait créé cette série. Et moi, je me suis retrouvé dans le bureau de Takis Candilis, qui était donc le patron de la fiction de TF1. Donc à l'époque, vraiment, TF1 était beaucoup plus... Enfin, il y avait 2 fois plus d'audience à TF1 qu'aujourd'hui, on va dire, pour faire simple. C'était vraiment la méga grosse compagnie, quoi, privée. Et j'arrivais dans ce bureau, et moi, j'avais pas du tout fait de scénario. Par contre... forcément, je pitchais des trucs qui étaient complètement hallucinants. En plus, je venais de la BD, des jeux de rôle et tout, donc j'étais totalement hors cadre par rapport à la télé française. Et d'ailleurs, j'avais jamais vu une seule série française depuis au moins 10 ou 15 ans, quoi. Donc, moi, les dernières séries que j'avais vues, c'était les Sopranos. Enfin, c'était des trucs qui venaient des États-Unis, et je savais même pas. Je crois que je savais même pas qu'on développait des séries en France quand j'ai commencé à la télé. Et donc il me dit, c'est marrant, je raconte cette histoire parce que c'est vraiment aux antipodes de ce qu'on imagine. Il me dit, ah, Taquian et tout est marrant, moi je veux faire un truc, c'est entre King Kong et la Bête du Gévaudan. Et là je le regarde et je dis, ah ouais. Ah donc c'est vachement plus fun que ce que je pensais en fait, la télé française, parce que je disais déjà les deux, j'ai du mal à les rassembler parce que je vois un loup géant de 3 km de long qui attaque Paris, donc j'ai du mal à croire que ce soit ça. Alors bien entendu, on n'a absolument pas fait ça, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait Takis, lui, il voulait surtout faire une histoire avec des loups parce qu'il avait un plan pour avoir des loups. Enfin, après tu rentres dans les rouages. Bref, je suis rentré à la télé comme ça. J'ai travaillé sur une série qui s'appelait La Bête, que j'avais créée donc, qui était une série qui revisitait le mythe de la Bête du Gévaudan avec un loup-garou.
Et jusqu'au bout du bout, je me suis dit, putain, les mecs sont fous quand même, ils me laissent faire une série qui a loup-garou. Moi, j'étais abreuvé de films de genre et tout, parce que c'était vraiment... depuis les années 90, j'avais vu tous les films de genre, donc c'était entre Hurlement, le Loup-garou de Londres et là, une série TF1 avec des enquêtes et des trucs comme ça. Et à la fin, Takis m'a dit bon, c'est génial et tout, mais bon, en fait, on va pas pouvoir faire le loup-garou parce que c'est trop fantastique. Et je lui dis ah bon, mais attends, ça fait 1 an que je bosse dessus, tout, j'ai écrit 6 épisodes de 52 minutes. Puis non, c'est pas grave, de toute manière, c'est pas toi qui continue, on va mettre quelqu'un d'autre, toi tu vas faire un autre truc. Et là, je me suis dit ah putain, c'est ça la télé en fait, ok. Et en fait, ce truc ne s'est jamais fait. Et Takis d'ailleurs a quitté son poste quelques mois plus tard et c'était quelqu'un d'autre à sa place. Mais ça donne un peu une idée de. Moi, je suis rentré dans ce monde-là de la télé un peu comme ça d'un coup, et j'ai compris petit à petit ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire, les envies des uns. Parce que nous, il faut comprendre un truc en fait, c'est que l'énorme différence qu'il y a entre un écrivain de romans et même de bande dessinée et un scénariste, c'est que dans un cas, t'es auteur, dans l'autre, c'est-à-dire le cas de scénariste, t'es pas auteur, t'es un artisan, t'es un bon artisan ou un mauvais artisan, mais en tout cas, t'es un artisan. Tu dois, comme un artisan, amener des qualités artistiques, mais surtout t'inscrire dans une chaîne de fabrication. Avec un donneur d'ordre, des gens qui vont juger ton travail et te dire ah bah non, la chaise à 5 pieds là, nous on veut une chaise à 4 pieds comme tout le monde, on s'en fout que vous ayez une idée. Enfin, voilà, il y a ce truc d'artisanat qui fait que tu dois rentrer là-dedans, sinon tu souffres énormément dans ce monde-là. Il faut s'inscrire là-dedans. Alors que quand tu écris des romans, bah tu t'es un auteur, donc ça veut dire qu'en fait personne ne te demande des comptes sur ce que tu as dans la tête et ce que tu écris. On découvre à la fin ton univers, voilà. Après ça plaît pas, c'est un autre problème, mais en tout cas il n'y a pas cette nécessité à s'inscrire dans une chaîne de fabrication. Ça c'est la grosse différence. Et moi j'ai appris ça au fur et à mesure, petit à petit. Et alors après l'autre passage, celui du scénario, donc le scénario, j'ai fait de plus en plus de trucs. Là j'ai fait un post sur Facebook il y a pas longtemps qui expliquait, parce que j'ai essayé de calculer, j'en suis à pas loin de 50 films et épisodes de séries que j'ai écrits et qui ont été diffusés, donc ça s'est fait petit à petit. Et à un moment j'ai rencontré une productrice par rapport à Alex Hugo, une productrice qui m'a dit j'ai pris les droits d'un roman qui s'appelle La mort et la belle vie de Richard Hugo. Est-ce que tu veux l'adapter en film, enfin en téléfilm? Alors j'ai dit oui, pourquoi pas. J'ai regardé et c'était très compliqué à adapter parce que c'était vraiment un auteur qui était un poète, qui a d'ailleurs créé une école de poésie aux États-Unis, et c'était son seul roman et c'était un polar, mais c'était un polar très poétique. Avec les 3 quarts étaient dans la tête du personnage. Enfin, c'était tout l'aspect polar, c'était n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi en termes de structure, d'enquête, etc. Enfin, il fallait tout refaire en fait. Et surtout, c'était compliqué. Donc, j'ai commencé à bosser dessus. Ça leur a plu et ils ont tout de suite dit ah mais si ça marche, on pourrait faire une série en revoyant ce personnage. Et là, j'ai dit oulala, stop, moi je fais pas de série. Moi, c'est trop de boulot. Tout seul, je le fais pas. Et du coup, à ce moment-là, je me suis rappelé de Franck, avec qui j'avais bossé sur un projet il y avait au moins 4-5 ans. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, j'ai ce truc-là, il faudrait le faire en série, est-ce que tu veux faire ça avec moi? Franck m'a dit oui tout de suite et on s'est mis dessus. Et en fait, le pilote, donc c'était le film, là, le fameux film qu'on m'avait commandé à la base. Et comme ça a super bien marché, ils ont officialisé le fait de recommander des films en fait. Parce que en fait, Alex Hugo, c'est pas une série, c'est une collection. C'est une collection d'anthologies de films quoi. Et puisque chaque épisode fait 90 minutes, donc voilà, on a commencé avec Franck, on a d'abord tout écrit pendant au moins 4 saisons, je pense. Puis après, ils ont voulu passer de 3 à 4 épisodes, et là, on a commencé à lâcher
pour arriver à finalement, je crois que il y en a 24, on a dû en écrire 10 ou 11, ouais, la moitié. Okay. Et voilà, et le passage du scénario au roman s'est fait par Franck, puisque à un moment dans l'écriture d'Alex Hugo, je disais tout le temps à Franck, ouais, j'ai envie de faire ça, là, ça pourrait faire un projet comme ci, comme ça. Et au bout d'un moment, elle a fini par me dire, non mais arrête et tout, et pourquoi t'écris pas des romans plutôt? Ça serait vachement plus simple parce que, en fait, comme t'as plein d'idées et que c'est hyper long, que arriver à les vendre pour en faire des séries, des films, etc., au moins t'aurais un roman. Puis je lui dis, non mais attends, c'est trop de boulot, faudrait que j'arrête tout ce que je fais pour écrire des romans, faudrait que je mettre en danger un peu tout mon système, même financier, tout, parce que pour moi, écrire un roman, c'était vraiment un truc d'ermite qui se retirait du monde pendant 6 mois pour écrire son roman, quoi. Et puis c'est lui qui m'a dit ah non pas du tout, moi j'ai une technique et tout, je te explique, ça tient en 2 minutes et puis tu vas voir t'es écrire un roman parce que comme t'écris depuis longtemps tu sais le faire, c'est juste que et en gros Franck me dit bah tu te mets 1 heure par jour sur ta chaise et tu t'écris ton roman, puis après tu fais POMA statistique, et puis il faut que ça fasse au moins entre 5 et 6 000 caractères, et puis voilà, tous les jours tu fais 6 plus 6 plus 6, et au bout de 3 mois, tu auras un roman. Et en fait, mon premier roman, je l'ai écrit exactement comme ça, entre 5 heures et 7 heures du matin, pendant 3 mois. Okay. Voilà. Ouais, belle histoire. Voilà l'histoire. Ouais, 5-6 000, c'est court. Du coup, t'as des romans qui sont hyper nerveux et qui ont des scènes, des chapitres qui s'enchaînent très vite, en fait. Bah, là, maintenant, oui. Alors, c'est vrai que j'arrive pas vraiment à en sortir. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de faire des chapitres plus longs. Et en fait, j'y arrive. Bah là, par exemple, le roman que je suis en train d'écrire sera. J'ai changé ma technique. C'est qu'au lieu d'écrire un chapitre par jour, j'écris un chapitre tous les 2 jours. Donc, ils sont pas 2 fois plus longs, mais ils sont quand même bien un tiers plus longs. Donc, le roman va être plus long, les chapitres sont plus longs. Mais c'est quand même mon rythme. C'est-à-dire que, effectivement, tu me demandais au début ce que ça avait apporté la BD. Bah, entre autres choses, que ce soit la BD ou le scénario, ce que ça apporte, c'est un sens du rythme et de l'efficacité qui est sans doute très différent de quelqu'un qui serait à 100% littéraire et qui aurait pas été confronté à cette difficulté-là dans d'autres médias. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment des chapitres et des scènes qui avancent assez vite, avec d'aller très vite en fait au cœur du chapitre, sans trop de fioritures. Je suis souvent dans mon premier jet un petit peu sec. On dit en écriture sec quand on met justement pas de gras autour du principal, quoi. Et après dans une deuxième passe, je mets un peu de gras. J'essaie de donner un peu de volume. Mais voilà, moi je pense qu'on a tous un rythme, hein, c'est comme de l'écriture, c'est vraiment comme de la musique, on a tous un rythme différent, quoi. Et le mien, il est assez cut, comme on dit dans le scénario. Ouais, moi, je suis assez aussi, sûrement parce que j'ai fait plutôt de la nouvelle, donc. Ouais. Donc la nouvelle, c'est dur, hein, c'est une école difficile parce que la nouvelle, déjà, faut avoir une idée qui fonctionne dans une nouvelle, hein, pas que ça devienne une nouvelle de 100 pages, alors là, c'est plus une nouvelle, quoi. Bien que moi, il y a des auteurs qui font des nouvelles très longues que j'adore, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà presque des romans. Alors que les nouvelles qui font une quinzaine de pages, il faut quand même avoir une idée il faut avoir une situation, une idée, un truc dans lequel tu rentres tout de suite, une chute quand même qui soit pas plate parce que t'as pas le temps de. Enfin, c'est pas possible dans ce format-là, quoi. Donc je trouve que c'est assez dur, moi, la nouvelle. Ça doit être une bonne école d'écriture. Ouais. Ouais, enfin moi, ce qui me parle, c'est vraiment le style compact, quoi. Donc ton style me parle beaucoup. Quand t'as commencé dans le roman, donc tu dis que tu t'es lancé, t'as fait ton premier roman, donc c'était bien quelque part avant l'enfer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Okay. Et donc, dans ces romans-là, c'est
presque, ouais, on sent la touche fantastique en fait. T'as le quelque part avant l'enfer, t'as cette histoire d'expérience de mort imminente, c'est ça, Ouais, ouais. de femme qui a vécu quelque chose et qui remonte à la source. Ben, en fait, il faut savoir que dans ma période journalistique, j'ai été rédacteur en chef de 2 magazines. Le premier s'appelait Vision du futur et était un Mhm. supplément de France Soir, qui était un supplément d'astrologie, numérologie, voyance. Donc c'était à 64 pages où j'avais des gens avec qui je bossais, hein, mais qui étaient des Mhm. spécialistes de ça. Après, le deuxième s'est appelé Dossier brûlant et c'était à l'époque de X-Files. Ouais. À l'époque de la série X-Files, ça avait créé une espèce d'appel d'air sur le fantastique en France, vu son succès, et il y avait plein de magazines qui étaient sortis sur toutes sortes de thématiques, et donc pareil, c'était à nouveau alors là c'était plus large, c'était dans l'ésotérisme, mais du coup, il aurait resté quand même déjà une énorme doc, hein, puisque à l'époque, je recevais absolument tout ce qui sortait dans ce rayon-là, et Dieu sait qu'il y en a Mhm. beaucoup. Puis dans toutes les spécialités, ça va de l'angéologie à la graphologie, au rite vaudou, en passant par le luciférisme. Enfin, j'ai tout, les ufologues, l'astrologie. Enfin, j'avais tous les secteurs. Donc, il en est resté quand même un background assez épais Mhm. sur tous ces sujets-là. En plus, derrière, j'ai couplé ça avec parce que pendant une période de temps, j'ai été journaliste, reporter d'images JRI. Donc je faisais une émission où j'allais interviewer justement des spécialistes, etc. Donc Mhm. j'ai couplé ça en plus avec plein de gens qui sont restés dans mon carnet d'adresses Mhm. par la suite. Donc du coup, c'est vrai que par exemple sur mon premier roman, Les expériences de mort imminente, c'était un des sujets que j'avais beaucoup aimé dans cette époque-là, parce que c'est à la frontière entre la science et tout ce qui est extrasensoriel justement. Mhm. Donc il y a une espèce de collusion là, c'est une zone de conflit entre un truc très scientifique et très étudié et l'incapacité d'expliquer un phénomène. Du coup, voilà, c'était un bon endroit pour faire un polar justement. Mhm. Ouais, donc t'as accumulé là pour des années de scénarios possibles de Bah romans. ouais, ouais, bah oui, oui. De toute façon, je pense qu'on est nourri de beaucoup de choses, de ce qu'on lit, etc. Après, moi, je fais aussi beaucoup de jeux de rôle, comme je disais, et je Mhm. continue d'en faire, voire même là, j'en crée un. Donc, et dans les jeux de rôle, en fait, on est nourri aussi de beaucoup de scénarios, d'idées, de documentation sur différentes périodes. Mhm. Du coup, voilà, moi je nourris la machine comme ça à idées, hein, mais avec en plus l'actualité, les faits Mhm. divers, enfin tout ce qui. Mais ça maintenant tout le monde a accès à ça. Donc avant, il y a des écrivains qui ont écrit beaucoup de bouquins parce qu'ils avaient accès aux chroniques judiciaires et que personne ne les avait. Aujourd'hui, tout le monde a accès à. Donc en fait, je dirais qu'il faut être un peu plus pointu que se contenter de reprendre une affaire ultra connue et de faire un roman dessus. Enfin, nous, c'est plus possible si on veut avoir un peu de succès de faire ce genre de démarche-là. Moi, je sais que j'essaie de prendre plusieurs sources et de faire des collisions entre les sources pour créer une idée un peu nouvelle sans trop Mhm. m'inspirer de. C'est ce que je fais d'ailleurs sur mon prochain roman en ce moment là. Plusieurs entrées comme ça d'univers différents qui créent une histoire qui va être très policière, enfin très dans l'enquête Mhm. et en même temps pas du très fantastique aussi, mais qui s'inspire d'une vraie affaire et de vrais phénomènes. Voilà, on fait des collusions entre les choses en fait. Mhm. Ouais, tu parlais du travail de documentation, donc toute cette doc que tu as accumulée sur un peu ésotérique, fantastique, etc. Il y a quand même, quand tu fais du polar, je pense entre autres notamment à la série qui parle de ton personnage phare, Thomas Khan, donc voilà, c'est une série policière. Comment t'as découvert le milieu de la police comment t'as eu les codes, les bases pour réussir à faire quelque chose qui tienne la route? Bah, par plein de biais différents. D'abord, mon travail en tant que scénariste télé, parce que j'avais fait quand même pas mal de polars, et donc j'avais déjà rencontré des flics, voire des flics scénaristes. Mhm. Voilà, donc il y a ce biais un peu professionnel. Après, par le sport,
la pratique des arts martiaux pendant longtemps, puis de la boxe anglaise où j'avais beaucoup de copains en fait qui sont flics en fait à la Mhm. boxe. Et puis voilà, après quand j'ai commencé à faire Tomar Khan, j'ai réactivé voilà certaines de ces relations pour leur demander d'aller visiter les lieux, les locaux où j'étais jamais allé. Mhm. Et du coup ils m'ont emmené un peu partout, voire même ils m'ont emmené en opération faire des trucs. Parce que je suis tombé sur des aussi, on m'a présenté des gens qui étaient assez pointus et qui pouvaient se permettre de m'emmener à certains endroits. Donc après voilà, je me suis documenté comme ça. Mais ça faisait déjà ouais, notamment par la télé quelques années que je. En Mhm. fait, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que les gens sont toujours assez partants pour te parler de leur métier, te faire découvrir les choses hein, dans tous les domaines en fait. Mhm. Quand il suffit de pousser les portes. Hein, d'ailleurs, c'est ce que fait Franck très bien dans ses romans et de manière générale, c'est que lui qui est très documenté surtout sur les trucs scientifiques, il a toujours un conseiller scientifique en quelque chose Mhm. Ouais. qui va l'aider à faire sa doc. Et en fait, c'est un peu en fait, c'est assez facile maintenant avec les médias, même quand j'ai fait Avalanche Hotel, Mhm. qui est assez pointu parce que là c'était la police en Suisse et puis c'était la Suisse en plus que moi je Mhm. connaissais mal et tous les héros, enfin tous les personnages sont suisses, les policiers sont suisses, toute l'histoire se passe au-dessus de Montreux. Donc bah, déjà je suis allé sur place, mais sur place j'ai rencontré via un ami écrivain qui est procureur en Suisse, Nicolas Feuss. Il m'a présenté un capitaine de la brigade, je sais comment elle s'appelle, cantonale, Mhm. non, la Riviera d'ailleurs, ça s'appelle, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. En fait, voilà, on se documente comme ça, on passe par les gens qu'on connaît. Mais il y en a plein. Hein. En plus, Mhm. je te dis encore une fois, les gens sont hyper contents de parler de ce qu'ils font. Particulièrement l'écriture, ça a quand même une aura Mhm. Ouais. qui fait que les gens te prennent au sérieux, quoi. Mhm. Si Ok. tu dis que tu es journaliste et que tu bosses pour BFM, je pense que on Ça t'ouvre va être moins de plus, ouais. portes, tu vois, Ouais. que Plus si t'es compliqué. Ouais. romancier, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, bah écoute, c'est passionnant. Ton personnage Tom Arcane, tu l'as fait parce que ouais, un auteur de polar, quand même, ça a un personnage de flic récurrent que tu peux réutiliser. T'avais besoin de ce personnage ou il est né un peu, il s'est imposé à toi. Alors bah sincèrement, à la base, ça a été une demande de mon éditrice, Caroline Lépée, pas de faire Tom Arcane, mais elle me disait ouais, c'est bien et tout, si tu fais du polar, de faire un personnage récurrent. En plus, chez Calman Levy, ils ont depuis toujours Connelly. Hmm. Enfin, c'est des gros auteurs américains surtout qui avaient des personnages récurrents. Moi, je n'étais pas ultra partant pour faire ça à la base, parce que je faisais déjà ça à la télé en fait. Donc, Hmm. j'avais pas forcément envie dans le roman de recommencer comme je savais très bien ce que c'était qu'avoir des personnages récurrents, je vais pas recommencer ça en fait. Donc j'ai réfléchi. Après, je me suis dit putain, créer un flic et tout, c'est galère parce que il y en a tellement, il y a tellement de personnages de flics, de profils. Ça a tellement été fait dans tous les sens que trouver quelque chose qui amène quelque chose vraiment, et que t'aies envie d'écrire, parce que c'est ça le problème, c'est que autant à la télé tu peux écrire sans être persuadé de ton intérêt pour le truc. C'est-à-dire que, encore une fois, comme tu es artisan, on te commande un bon polar avec tels ingrédients, indépendamment du fait que tu te dises que ça a été fait 150 fois, c'est pas grave, tu peux le faire quand même et tu le feras bien. Hmm. Et ça marchera d'ailleurs. Donc, alors que écrire un roman, c'est différent. C'est difficile d'écrire un roman en te disant ouais, c'est cool, ça a été fait 150 fois, je refais. Ouais. C'est impossible en fait, parce que Hmm. l'énergie que ça te demande est tellement forte que si t'es pas ultra motivé, en plus la chance de succès est tellement faible Hmm. qu'en fait tu vois même pas l'intérêt de faire un roman si t'es pas ultra motivé pour le faire. Hmm. D'accord. Et du coup, j'avais pas trop d'idées. Enfin, je voyais pas trop ce que je pouvais amener. Et puis un jour, ce qui est très bizarre d'ailleurs, hein, ça montre les connexions cérébrales un peu qui viennent de partout comme ça. Un jour, je suis avec mes enfants qui avaient à l'époque 6-7 ans et je leur lisais des histoires le soir. Et je lisais ce recueil qui est génial
dont j'ai oublié le nom de l'auteur et c'est chiant mais c'est pas grave. C'est le feuilleton de Thésée. C'est une autrice qui a fait de la vulgarisation pour les enfants de mythologie. Alors moi je disais de la mythologie à mes enfants depuis toujours. Et là j'avais trouvé ce truc-là, c'est comme un feuilleton, c'est une histoire de Thésée par jour sur son épopée. Et donc je leur lis le fameux épisode du Minotaure. Oui. Et en fait, en lisant l'épisode du Minotaure, je percute parce que c'est de cette manière-là qu'elle a raconté l'histoire que le Minotaure en fait est une victime, quoi. Que il n'a pas demandé à naître, c'est le fruit de l'union de Zeus qui avait pris la forme d'un taureau avec sa mère, mais en fait c'est le fruit plus ou moins d'un viol. Après, il était répudié par son père, on l'a enfermé dans un labyrinthe en le forçant à se nourrir de chair humaine. Enfin, et donc je me dis, bah, c'est quand même une espèce d'allégorie d'un enfant battu et qui n'a pas été désiré. Et en fait, je me dis, bah voilà, bah, mon flic, ça sera le Minotaure, en fait. Ça sera, et en fait, le labyrinthe, ça sera ses enquêtes, et ça sera un truc qui le contient, en fait, dans une forme de violence. Et donc, en fait, le personnage de flic est arrivé par ce biais. Et après, c'est d'ailleurs pour ça que si tu lis le premier volume, Toxique, ça commence par le premier chapitre, c'est Thésée le Minotaure, et c'est quelqu'un qui fuit dans un labyrinthe. Sauf qu'en fait, à la fin du chapitre, on comprend que c'est le Minotaure qui fuit, et c'est pas Thésée. Mais c'est voilà. Donc tu vois, c'est souvent par des moyens complètement différents que ça vient. Après, bon, moi, c'est mon background, donc par exemple, tu vas demander à Olivier Norek pourquoi il écrit des romans policiers. Bon, bah, il te dira, j'ai été flic pendant 15 ans, et d'ailleurs, je suis encore flic. Bon, moi, j'étais pas flic, et a priori, j'étais pas du tout, je suis pas un lecteur de polar, donc le polar, c'est juste une manière pour moi, un genre dans lequel je raconte des histoires, mais j'amène une culture qui est complètement différente de celle du polar. Toxique, c'est celui-là que tu as écrit en 2015, juste au moment des attentats du Bataclan, je crois. Alors oui, je pense que oui, c'était juste après, et c'était le premier de la série. Alors il est sorti juste après, mais je l'écrivais quasiment en même temps. Enfin, je crois que j'ai commencé à l'écrire vraiment quelques semaines après les attentats. Il est sorti donc l'année d'après, et c'était le premier de la trilogie, ouais. Ça m'avait beaucoup intéressé parce que j'ai vu passer une de tes deux interviews où tu expliquais qu'on a du mal en France. Aux États-Unis, on a tout ce qui est séries, films, post-11 septembre, etc. Et qu'en France, il y a une forme de tabou autour de ça, et que on n'arrive pas à évoquer ces choses-là, même sans en faire le sujet principal, mais évoquer cette bascule, en fait. Bah écoute, on a du mal avec beaucoup de choses en France sur notre histoire, hein. On est un peuple qui donne beaucoup de leçons aux gens, mais qui a beaucoup de mal à être... C'est l'inverse des États-Unis, en fait. Les États-Unis sont hyper autocritiques. Je parle de leur fiction, hein. Quasiment en temps réel. Alors que nous, par exemple, tu vois, la guerre d'Algérie, c'est déjà compliqué. Combien il y a de films sur la guerre d'Algérie Alors, la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de problème. Ça y est, je veux dire, c'est traité, tout l'aspect collaboration, ça a été traité. La guerre d'Algérie, on n'est déjà pas arrivé jusque-là. Alors, je peux te dire que tout ce qui est, en fait, notre histoire récente dans, je dirais, ce qu'elle a de lumineux et de sombre, on a beaucoup de mal à le traiter. Non pas que les auteurs veulent pas le traiter, parce que là, les auteurs qui veulent le traiter, il y en a plein. Mais je veux dire, on nous demande pas de faire ça, en fait. On nous demande pas. En littérature, ça se fait parce que c'est plus libre et qu'il y a des éditeurs pour tout. Mais dans les pipes de la fiction, par exemple, je veux dire, tout n'est pas traitable, en fait. Tout n'est pas. On est encore très en retard des Anglo-Saxons. Quand tu vois une série comme, par exemple, ne serait-ce que sur du divertissement, c'est pareil. Quand tu vois une série comme The Boys, alors qui est l'adaptation d'un comics qui existait déjà bien avant, hein, mais je veux dire,
même en utilisant leur code, leur propre code, qui sont les super-héros, qui est vraiment très lié à leur culture, bah, ils arrivent quand même à faire une critique de leur société ultra forte, qui en même temps est un divertissement, qui doit aller vers un jeune public. Nous, on en est très très loin. Nous, on est très loin même d'accepter l'idée qu'on pourrait faire ça. D'ailleurs, les séries dans lesquelles, ne serait-ce qu'il y a, je sais pas, le président de la République ou c'est, il y en a peu en fait. Ouais. C'est par rapport à la pléthore de films et de séries qui mettent en cause le gouvernement américain, ou enfin, on est très peu critique en fait de notre système. Il y a un truc très, on le sait, hein, dès que tu travailles dans l'audiovisuel, tu sais qu'il y a plein de sujets qu'il faut pas aborder. Alors ça s'ouvre un peu avec les plateformes, mais il y a plein de sujets que tu peux pas aborder. Hein. Par exemple, tu peux pas aborder déjà le milieu de l'audiovisuel, ça tu peux pas l'aborder, sous prétexte que ça n'intéresse personne. Mais en fait, c'est surtout que personne n'a envie qu'on en parle. Il y a plein des personnages qu'on peut pas utiliser. Nous, on a une mixité quand même qui est très limitée dans nos programmes. Alors là, ça va mieux hein, depuis quelques années, que ça soit la mixité de genre ou que ça soit le fait de pouvoir avoir des gens de toute origine dans un programme. C'est déjà plus ouvert. Mais ça l'a pas été pendant des années. Et là-dessus, c'est pareil, on est très en retard avec les Américains. Après, c'est pas que, je dis pas ça par rapport à leur civilisation, leur politique, leur culture, etc. C'est un autre problème. Ils sont en retard par rapport à beaucoup de choses sur le plan social que nous on peut avoir. Mais par contre, sur plein d'autres choses, et notamment sur la fiction, on est très complexé. Et empêché en fait. Et alors le pire étant pour moi en France, l'espèce de snobisme intersidéral qui voudrait que il y a, alors notamment dans le roman, que d'un côté il y a la littérature et de l'autre côté il y a le genre. Et alors, et là-dedans en fait, tu places 99% de ce qui existe chez un libraire, le genre. De l'autre côté, il y a la littérature. Et donc en fait, il y en a qui font de la littérature, il y en a d'autres qui font des histoires pour le grand public. Et en fait, ça, c'est très, c'est pareil, c'est vraiment le petit village gaulois d'Astérix, c'est-à-dire que effectivement, le monde entier est monté sur des histoires de genre, sur des histoires de divertissement. Les gens, quand ils achètent un livre, en fait, ils ont envie de passer un temps dans un autre monde, dans d'autres personnages. Ils ont envie qu'on les prenne par la main, qu'on leur raconte des histoires. Et en fait, on a l'impression que ça, si tu fais ça, bah, c'est que tu fais pas de la littérature. La littérature, c'est en vue d'un plus grand dessin. Mais je ne sais pas ce qu'il y a comme plus grand dessin, en fait. Et ça m'a toujours emmerdé. Particulièrement. Parce que c'est vrai qu'on le ressent. Même un mec comme Franck, qui pourtant a rien à prouver et qui fait partie du top 10 des écrivains français, et ben il se retrouve confronté des fois à des jugements de valeur sur ce qu'il fait, comme si, enfin je veux dire, bon il n'y a pas que Franck, hein, Stephen King raconte ça aussi. Je te parle même pas de Guillaume Musso. Guillaume Musso, ce qu'il prend comme wagonnet de merde dans la gueule à chaque fois qu'il sort un livre. Tout ça parce qu'il en vend des caissons. Et alors, tant mieux pour lui, et c'est bien que les gens achètent ses livres. C'est super, mais il y a un truc très snob de jugement de valeur par rapport à la qualité d'écriture que je trouve terrible en fait. Mais bon, voilà, c'était un peu hors sujet. Mais... Non, c'est dans le sujet. Ça me va. J'ai une question parce que tu as aujourd'hui là, t'as commencé, je crois que les premiers romans, c'était, on va dire, première moitié des années 2010. Aujourd'hui, t'as publié 8 romans. T'as un rythme de un par an, comme beaucoup d'auteurs. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a est-ce que t'as pas une pression sur le choix de ton sujet? Comment tu, c'est presque une question existentielle pour moi, mais comment tu sais que ça va être la bonne idée, que tu vas pouvoir aller au bout? Est-ce que t'as des romans non publiés ou non finis dans tes tiroirs parce que t'avais pas assez de souffle pour aller au bout? Comment t'arrives à sentir ça en fait? Bah écoute, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment une question centrale. Il faut bon alors déjà il y a pas de pression de qui que ce soit, ça c'est important de le savoir quand tu vraiment moi quand je réfléchis à
que sera mon prochain roman, je ne rende compte à personne, rende compte à personne à part à moi-même. Donc ça, c'est une première chose. Après, la difficulté, c'est qu'il y a un truc de temporalité qui fait que entre le moment où tu te dis je vais faire ça et le moment où tu vas commencer à le faire et le moment où tu auras fini à le faire, il peut se passer une longue période. Et donc, la meilleure chose que je fasse, moi, c'est d'essayer d'anticiper ça en me disant il faut que je sois certain que cette idée va me plaire pendant 12 mois, quoi. Si elle me plaît pas dans 2 ans, c'est pas grave, mais là, au moins pendant 1 an, il faut que je sois à fond sur cette idée parce que je vais devoir bosser dessus dans 6 mois, tous les jours. Et si le pire qui puisse arriver, c'est par exemple d'avoir envie d'écrire une histoire, de faire toute ta documentation, que tout ça prenne 6 mois et qu'au bout de 6 mois, quand tu commences, tu te rends compte qu'en fait, tu voudrais écrire une autre histoire parce qu'en fait, t'as plus envie. Parce que c'était il y a 6 mois et que tes envies ont changé, que le monde a changé, qu'il y a plein de choses qui ont changé. Donc ça, en fait, c'est vraiment, je pense, le premier roman, faut se lancer parce que t'as pas l'expérience de ça, donc il faut trouver et te lancer tout de suite. Et je dirais que moi, le fait de l'avoir écrit vite, ça m'a aidé parce que j'ai pas eu le temps de me poser cette question-là. Même si l'idée, ça faisait des années que j'y pensais, etc. Mais quand j'ai commencé, je suis allé très vite sans me poser de questions. Maintenant, je prends plus le temps de la réflexion. Et j'essaye qu'il y ait un décalage le plus court possible entre le moment où je décide que c'est ça et le moment où je commence à écrire le roman. Parce que effectivement, c'est très pénible, ça m'est déjà arrivé, et c'est très pénible d'écrire un roman avec en arrière-pensée que peut-être c'était autre chose qu'il aurait fallu écrire, et ça, ouais, c'est un truc de timing et un truc de volonté, de désir. Après, comment tu choisis le thème de ton roman? Bah, je dirais que moi maintenant la difficulté que j'ai, mais on est tous dans ce cas-là, c'est de me renouveler, c'est-à-dire que sortir un roman par an c'est bien, mais en même temps tous les ans il faut arriver à quelque chose de nouveau, une nouvelle proposition et des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, des thématiques qui changent, une manière de raconter l'histoire qui soit différente, une structure d'histoire qui soit différente. Enfin, donc il y a tous ces facteurs à mettre en branle pour arriver à te dire ah ok, dans ce type de thématique j'arriverai à voir plein de choses que j'ai pas déjà traitées, etc. Donc ça c'est déjà quand même un cahier des charges d'une certaine manière parce que t'as quand même petit à petit fait beaucoup de choses. Je me rappelle de Franck qui me disait ça m'a fait rigoler parce que à l'époque j'avais pas noté ce qu'il m'avait dit, mais aujourd'hui je comprends mieux en fait. Quand j'ai sorti Avalanche Hotel, Franck il avait adoré ce bouquin et il m'avait dit ouais c'est vraiment un super livre et tout, je suis sûr que ça va avoir du succès. Et puis il me dit par contre là c'est mort maintenant, tu pourras plus jamais faire le truc des jumeaux. Et je m'étais dit qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors ouais, il y a une histoire de jumeaux dans Vache Hôtel, mais en fait c'est vrai, il a raison, c'est-à-dire que il y a des moyens narratifs ou des choses que tu abordes dans tes romans, tu peux le faire qu'une seule fois en fait. C'est mort après. Même si tu l'as mal fait en fait et que tu te dis putain j'aurais pu le faire 10 fois mieux, j'ai une meilleure idée pour exploiter cette idée-là, mais tu peux pas le refaire une deuxième fois. Donc en fait voilà, ça se gère. Les cartouches, j'ai envie de dire, tes cartouches, faut les gérer comme ça et il faut les tirer convenablement quoi. Parce que si t'as un sujet qui te tient vachement à cœur et que tu le traites pas super et que 2 ans après tu veux le retraiter, bah c'est difficile de le refaire sans qu'on te dise ah ouais il tourne en rond, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs il y a des écrivains qui tombent dans ce travers-là. Il y a des gens qui d'un roman sur l'autre, pressés par le temps ou le manque d'idées, reviennent sur leur basique. Et ça donne des romans en général qui peuvent être très bons, mais qui ressemblent à ce qu'ils ont déjà écrit. Et en fait, le public le voit, en fait. Et ça, t'es jamais à l'abri de ça. Hein. Mais ça, c'est, je pense, un des trucs que je prends le plus en compte. L'idée de, est-ce que j'ai déjà fait ça? Par contre, si j'ai déjà fait ça dans un autre média, si j'ai fait ça en BD, si j'ai fait ça en jeu de rôle, si j'ai fait ça en télé, là, ça me cause pas de problème. C'est-à-dire que je peux reprendre une thématique d'un autre média et la transformer en un roman. Parce que le roman sera de toute manière complètement différent. Parce que c'est pas le même genre, que tu passes pas par les mêmes processus mentaux. Donc du coup, j'ai quand même un vivier de trucs que je peux reprendre, quoi. Tu parlais tout à l'heure, tu disais ouais quand tu écris, t'es classé dans un genre et c'est difficile de faire autre chose. Est-ce que tu
penses que tu pourrais sortir du polar, ou est-ce que tu aurais envie de faire autre chose que du polar, ou est-ce que, voilà, en tout cas pour un avenir court terme, moyen terme, c'est ton genre de prédilection? En fait, je pense que je sors du polar, là, déjà, depuis au moins 2 romans. Je sors du polar. Alors bon, le prochain a une enquête policière plus lourde que Respire, hein. Respire, c'est vraiment un thriller où il n'y a pas d'enquête ni rien. Donc. Mais aussi des éléments un peu d'étrangeté. En fait, j'essaye vraiment déjà de me désestampiller polar pour devenir plus un auteur de thriller, qui est pour moi encore une fois quelque chose de plus large. Après, je pense que je pourrais jamais vraiment passer le pas qui me plairait néanmoins. De me chatamiser pour faire comme Maxime, c'est-à-dire d'aller vers des romans encore plus fantastiques, parce que moi c'est un genre que j'adore, hein. Moi, si je pouvais, je ferais vraiment beaucoup plus de fantastique dans mes romans, parce que c'est très compliqué. Encore une fois, c'est un entre-genre, tu vois. C'est que Maxime Chatham, ça marche parce que c'est lui. Et que Maxime, il a une espèce de place, un peu Stephen King à la française. S'il a eu des gros succès dans des romans assez horrifiques, et donc il a sa place, mais en fait cette place elle n'existe pas. C'est-à-dire que il est placé avec le polar et le thriller. Mais si c'est aussi un problème technique de réseau presque. C'est-à-dire que c'est compliqué d'expliquer aux libraires qu'en fait non, tu fais plus du polar, tu fais du fantastique. Donc ils vont vouloir te mettre en rayon SF. Tu vas leur dire non parce que son public il est pas. En fait son public c'est le public du polar. Et ben oui, il y a pas le rayon. Bah oui, donc tu vois il y a un truc comme ça qui est que peut-être un jour si jamais j'arrive à vraiment avoir un public suffisamment important, même si je me plains pas. Hein. Notamment, c'est quand même un métier difficile, le métier d'écrivain en termes et pour en vivre et pour faire des ventes, etc. Mais moi, je me plains pas du tout de ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment avoir beaucoup de succès pour imposer un genre et dire, ok, bah là, je fais plus de polar, maintenant, je vais vous faire un roman de SF. Voilà, tu vois, ça n'existe pas d'ailleurs. Tu peux pas faire un grand écart à ce point-là. Moi, j'ai des potes. Bah, je pense à mon très bon copain Eric Lhomme, qui fait à la fois des romans jeunesse et à la fois des romans littérature générale. Mais bon, il est chez un éditeur jeunesse d'un côté, un éditeur littérature générale de l'autre, et il sort dans les 2 rayons. Enfin, il y a un truc qui est comme ça. Mais si tu veux avoir un peu une proposition unique en disant non, mais moi, c'est toujours moi, en fait, c'est juste pas du tout les mêmes sujets, c'est compliqué en France. Pour les mêmes raisons, quelque part, que ce que je te disais tout à l'heure, sur est-ce que c'est possible de faire du divertissement grand public et populaire sans faire de la littérature? Est-ce qu'on peut être à la fois capable de faire de la SF, du polar et de la littérature? Tu vois, il y a un truc qui bug là-dessus. J'ai l'impression qu'il faut mettre les gens dans une case et les vendre dans la case dans laquelle ils doivent être, en fait. Et que sinon, c'est qu'ils n'ont pas de public. Alors qu'en fait, moi, je pense que raconter des histoires, ça peut se faire de toutes les manières possibles, en fait. Il n'y a pas de limitation, en fait, de genre. Ok. Bah, écoute, je crois qu'on a atteint le temps qu'on s'était alloué pour ce podcast. Je parle trop, je suis désolé. Ouais, ça va vite. Hein. Non, mais c'était génial, c'était excellent. Donc, on aura l'occasion de se refaire ça. Donc là, pour toi, la prochaine étape, t'en es où dans l'écriture de ton prochain roman? Alors là, j'en suis très exactement au chapitre 35 sur 60. Voilà, il faut que je le termine pour le mois de septembre. Il sortira non pas en janvier comme tous mes romans depuis le début, mais sans doute en mars. Parce que j'en avais marre de sortir les lendemains de cuite de réveillon. Je trouvais que c'était pas la meilleure période pour aller acheter un livre. Ouais, puis dédicacé et tout, voilà. Bouger, donc j'ai ça et j'ai quelques projets d'audiovisuel en cours, mais dont je peux pas trop parler, parce qu'en plus ils sont pas signés. Et j'ai un jeu de rôle que j'ai donc développé et qui fera l'objet d'une campagne de participation début 2023. Ok. C'est quel genre de... C'est fantastique, début du XXe siècle. Ok. Préviens-moi quand ça sort. Fin de l'ère victorienne en Angleterre, mais aussi ailleurs dans le monde.
Voilà, ça a des petits relents de Lovecraft. Ouais, c'est ce que je me disais avec la période. C'est ça. Ok, bah écoute, ça me semble alléchant tout ça, beau programme. Bah non, c'était cool. Merci de ton temps, hein. C'était incroyable de pouvoir discuter avec toi. Et puis à une prochaine, à bientôt, merci. Ouais, à bientôt, salut Mickaël.